Bonjour, bienvenue à notre séance d'information sur les programmes de bourse des organismes subventionnaires. Je vous avoue qu'on est très heureux de vous voir en aussi grand nombre. Ça veut dire que cet automne, il va y avoir de la qualité dans les demandes de bourse. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour vous, c'est une bonne nouvelle pour l'Université Laval aussi. Si vous me permettez, là, si ma voix ne porte pas assez, vous me ferez signe. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, faites-nous signe. Je vais commencer tout de suite en me présentant et en présentant le Bureau des bourses et de l'aide financière. En fait, comme Mme Sénécal l'a mentionné, je suis coordonnatrice d'opération au Bureau des bourses et de l'aide financière depuis quelques années déjà. Nos bureaux sont situés au deuxième étage du pavillon Desjardins. J'imagine que plusieurs d'entre vous ont déjà eu recours à nos services. Donc, vous savez que le Bureau des bourses et de l'aide financière, en fait, la mission, c'est d'être votre guichet unique d'information pour tout ce qui concerne les programmes d'aide financière et des bourses. Donc, pour ce faire, le Bureau des bourses, c'est deux grands secteurs. Un premier secteur dédié, en fait, au programme d'aide financière aux études du gouvernement, communément appelé les prêts et bourses. Et un deuxième secteur qui se dédie entièrement à tous les autres programmes de bourse, que ce soit ceux qui sont offerts par l'Université Laval, la Fondation de l'Université Laval, l'Association des diplômés, des entreprises privées et les organismes subventionnaires, dont on va principalement parler aujourd'hui. Notre rencontre a comme objectif premier de vous présenter les programmes des organismes subventionnaires, de vous présenter les organismes aussi, mais dans une deuxième partie, de vous offrir des conseils sur comment présenter une bonne demande de bourse. Vous remarquerez que j'ai avec moi aujourd'hui la présence de deux étudiantes boursières de votre faculté, Mme Isabelle Fortin-Dufour, qui est boursière de la Bourse Vanier, et Camille Brunel-Hamann, qui reçoit une bourse du FQRSC et du CRSH aussi. Donc, elles vont pouvoir répondre à vos questions. Si vous avez des interrogations pour elles, pas de problème. Mme Fortin-Dufour va m'accompagner en deuxième partie de séance là, pour ce qui va traiter davantage là, des conseils de demande. Donc, voilà, sans plus tarder, je commence dès maintenant en vous présentant les différents organismes subventionnaires. Au niveau fédéral, il y a premièrement très connu le CRSH, donc le Conseil de recherche en sciences humaines, le Conseil de recherche en sciences naturelles et en génie, le CRSNG, et finalement, les Instituts de recherche en santé du Canada, les IRSC. Au niveau provincial, cette fois-ci, le premier Fonds québécois de recherche sur la société et la culture, le FQRSC, le Fonds québécois de recherche sur la nature et les technologies, le FQRNT, et les fonds de recherche en santé du Québec, le FRSQ. Donc, vous comprenez que ces 6 organismes-là ont chacun des mandats respectifs. Donc, le mandat, en fait, de l'organisme, c'est ce qui définit les projets de recherche qu'ils vont financer, donc les domaines de recherche qu'ils financent. Au niveau du CRSH, on va prioriser tout ce qui concerne les sciences humaines, les sciences sociales, les arts, les lettres, la musique, les langues. En fait, c'est tout ce qui traite de l'être humain. Le pendant provincial du CRSH est le FQRSC pour Société et Culture. Au CRSNG, on finance tout ce qui concerne les sciences humaines, les sciences naturelles et le génie, les technologies. Le pendant provincial, par contre, à ce moment-là, est le FQRNT pour nature et technologie. Au niveau des IRSC, on finance tout ce qui concerne la santé. Les produits de la santé, les services de la santé, les ressources humaines en santé, c'est tout ce qui traite de la santé, en fait, dans tous ces domaines. Au FRSQ, c'est le pendant provincial pour santé aussi. Donc, quand vous faites une demande auprès d'un organisme subventionnaire, la première question est de vous positionner par rapport au mandat de l'organisme et donc de choisir le bon organisme auprès duquel vous allez faire une demande. Comment on choisit le bon organisme? En fait, première chose à bien définir importante, ce n'est pas le programme d'études qui définit le choix de l'organisme, mais bel et bien votre projet de recherche. Je vous donne un exemple. Un étudiant en architecture, on serait porté à croire qu'il ferait une demande au CRSH ou au FQRSC parce qu'il est dans un domaine d'études qui traite des sciences sociales et humaines. Mais si son projet de recherche traite d'une technologie de numérisation de plans,
Alors là, lui, le projet de recherche traite de sciences naturelles et génie. Il fait une demande au CRSNG et au FQRNT. Donc, première chose à se rappeler, ce n'est pas le programme d'études qui définit le choix, mais bien votre projet de recherche. Attention à tous les étudiants qui ont des projets de recherche qui traitent de santé. Il faut clairement se définir en quoi mon projet de recherche va avoir des retombées. Est-ce que c'est en sciences sociales ou si c'est en santé? Si c'est en santé, il faut se tourner vers les IRSC. Pour la plupart d'entre vous, le choix de l'organisme subventionnaire ne fera pas de questionnement, vous n'aurez pas de doute, vous savez auprès de qui faire vos demandes. Pour ceux qui ont des doutes, première directive importante, et ça ne vient pas juste de moi, ça vient des organismes subventionnaires aussi, communiquez avec eux. Pour pas que votre demande soit retirée de la compétition, là, en cas de doute à savoir où poser votre candidature, communiquez avec l'organisme avant le concours. Vous envoyez un court résumé de votre projet de recherche et c'est l'organisme qui va se positionner. Voilà, nous, on pense que votre demande est acceptable chez nous ou on vous conseille de faire une demande auprès des IRSC ou du FRSQ. Et vous conservez leur réponse, s'il vous plaît, comme preuve. Vous pouvez aussi, quand vous faites des démarches auprès de l'organisme pour vérifier votre admissibilité, mettre un responsable, moi ou quelqu'un de mon équipe au bureau des bourses, en copie conforme de vos communications avec les organismes. Ça nous permet de voir comment ils se positionnent et de voir si on a besoin de vous aider dans vos démarches. Deuxième chose, finalement, comme je vous l'expliquais plus tôt, si vous ne faites pas vos démarches avant, quand vous avez un doute, et que l'organisme, une fois qu'ils ont votre dossier de candidature, juge que ça ne relève pas de leur mandat, ils ne transféreront pas à leurs collègues dans l'autre organisme subventionnaire. Vous devenez inadmissible pour eux. Et là, si vous avez la chance du siècle que la date limite auprès de l'organisme n'est pas dépassée, vous pouvez refaire une demande. Mais dans la plupart du temps, les dates limites se chevauchent très rapidement. Donc, c'est comme si votre demande est inadmissible pour l'année et vous devez réappliquer à l'année suivante. Donc, vraiment, ce n'est pas une situation qui est enviable. Ce n'est pas une situation qui est souhaitée. Donc, si vous avez un doute sur est-ce que je présente une demande au CRSH, au CRSNG, aux IRSC, faites des démarches avant pour vous assurer de ça. Donc voilà, votre demande pourrait être jugée admissible si vous présentez votre demande auprès du mauvais organisme. Les procédures de dépôt de candidature maintenant. Au niveau des organismes provinciaux, c'est assez simple. Les démarches se font directement auprès de l'organisme via leur site Internet. Au niveau des organismes fédéraux, par contre, ils ont des processus de présélection à l'interne. C'est-à-dire que les organismes fédéraux imposent aux universités canadiennes des quotas du nombre de demandes qu'on peut recommander. Donc, par exemple, à l'Université Laval, au CRSH, on a X nombre de demandes que nous pouvons recommander à chaque année. Donc, les universités doivent procéder à des processus de présélection. D'où l'importance de bien vous informer sur les dates limites internes de l'université auprès duquel vous voulez appliquer. À cet effet, on vous a remis à l'entrée, vous me permettez? Oui. Un calendrier synthèse des principales dates limites à retenir. Ce calendrier se retrouve aussi sur notre site Internet. Donc, si vous le perdez ou si vous avez des collègues qui en ont besoin, il est disponible sur le site Internet du Bureau des bourses. Quand il y a étape de présélection, en fait, il y a 3 grandes étapes importantes à retenir sur ce qui se fait à l'université. Donc, vous présentez votre demande au Bureau des bourses ou à votre département, le cas échéant. Et le Bureau des bourses fait un premier traitement d'admissibilité, c'est-à-dire qu'on va regarder toutes les demandes qu'on reçoit et on le vérifie dans un premier temps si elles sont admissibles au concours. Si votre dossier n'est pas admissible, parce qu'il y a un critère de sélection qui n'est pas respecté, votre dossier ne sera pas transféré au comité de sélection. On transfère les dossiers qui sont admissibles. Deuxième étape, on transfère l'ensemble des dossiers admissibles au comité de sélection de l'Université Laval. Ces comités-là, comme M. Gervais vous en a fait mention en début de séance, sont composés de professeurs, chercheurs au sein de vos facultés, au sein de vos départements. Donc, c'est des gens qui connaissent vos domaines de recherche. Et dernière étape, les comités de sélection se concertent et déterminent le nombre X de dossiers qui seront recommandés à Ottawa, selon les quotas qui nous ont été attribués. Pour vous donner peut-être une idée de grandeur, pour vous donner quelques chiffres, l'an dernier, au CRSH, pour le concours de maîtrise, l'Université Laval a reçu 85 dossiers de candidature. En fait, le Bureau des bourses a reçu 85 dossiers de candidature. Le CRSH nous avait imposé un quota de 41 demandes qu'on pouvait recommander et une liste d'attente de 11 étudiants. Sur ces 41 demandes-là,
on a eu 39 bourses. Donc, le taux de succès est très intéressant au niveau de la maîtrise. En fait, au niveau de la maîtrise, le travail de sélection se fait beaucoup en université. Au niveau du CRSH, ils regardent les dossiers qu'on leur recommande, ils revérifient l'admissibilité et des fois, il y a des dossiers qui sont éliminés parce que le projet de recherche ne marchait pas ou qu'il y a un critère d'admissibilité finalement qui ne passe pas. Au niveau du doctorat, là, c'est un petit peu plus serré. L'année passée, le Bureau des bourses a reçu 142 dossiers de candidature. Et le CRSH nous avait imposé un quota de 66 dossiers qu'on pouvait recommander. Sur les 66 dossiers recommandés, on a eu 33 bourses. Donc, vous comprendrez qu'à partir du moment où votre dossier est recommandé, si les résultats se tiennent d'année en année, vous avez à peu près un taux de succès de 50 %. Ça, c'est des chiffres que les étudiants nous demandent souvent. Donc, moi, je trouve que c'est encourageant quand même comme donnée, là. À partir du moment que vous êtes recommandé par votre université, au niveau du CRSH, c'est une chance sur deux. Je pense qu'Isabelle, elle va vous donner des chiffres plus tôt, là, mais recherchez les offres d'emploi, là, où ce que vous cognez 2 fois une porte, puis qu'il y en a une qui va vous offrir une bourse de 20 000, là, il n'y en a pas beaucoup non plus. Donc, tu sais, je pense que ça vaut la peine de mettre les efforts pour faire une demande de bourse parce que ce n'est pas irréaliste. Je poursuis en vous présentant les différents programmes de bourse pour lesquels vous seriez admissible. On va parler davantage des organismes subventionnaires, évidemment, aujourd'hui. Mais je vous invite à faire un tour sur le site du Bureau des bourses et de l'aide financière pour connaître l'ensemble de l'offre des bourses qui est faite à l'Université Laval. On offre un répertoire de bourses voici l'interface de notre site Internet. En haut, vous avez l'onglet « Répertoire de bourses ». Vous cliquez là-dessus et là, vous allez avoir le choix des cycles d'études que vous voulez sélectionner et des critères de sélection pour lesquels vous voulez faire une recherche. Donc, vous pourriez faire une recherche, exemple, par date limite ou une recherche, par exemple, par faculté. Donc, là-dessus, on répertorie environ 900 programmes de bourse. Je vous invite à faire une recherche, ça pourrait peut-être être payant. Donc, je poursuis avec les bourses des organismes subventionnaires. Au CRSH, première bourse, la bourse BESC, donc la bourse de maîtrise, pour une valeur de 17 500 $ pour une durée d'1 an. C'est non renouvelable. La bourse de maîtrise, c'est 1 an maintenant, aux fonds fédéraux. Vous devez avoir une moyenne de première classe, donc le A-, 367, évidemment. Vous devez faire une demande dans le cadre de votre première maîtrise. On ne peut pas être déjà diplômé d'une maîtrise puis faire une demande pour un second programme. Et on ne doit pas avoir effectué plus de 12 mois d'études supérieures à temps complet à la date d'entrée en vigueur de la bourse. Là, je vais vous l'expliquer dans d'autres mots. Ça, c'est ce qu'on appelle la période d'admissibilité à un concours. Si vous n'avez pas entamé le programme d'études pour lequel vous demandez du financement, la période d'admissibilité, ce n'est pas quelque chose avec quoi c'est pas quelque chose au quoi vous devez vous soucier. C'est pas important. C'est important pour les étudiants qui ont commencé le programme d'études pour lequel ils demandent du financement. Donc, la période d'admissibilité, vous avez commencé votre maîtrise cet automne. Vous ne devez pas avoir effectué plus de 12 mois d'études supérieures à temps complet à la date d'entrée en vigueur de la bourse. Les concours d'automne, le plus tôt pour lequel vous participer à un concours cet automne, les résultats vont se faire au printemps l'année prochaine et le plus tôt à laquelle vous pourriez toucher à votre bourse est au 1er mai. Donc, la règle stipule qu'au 1er mai 2012, l'année prochaine, vous ne devez pas avoir complété plus de 12 mois d'études à temps complet. Si vous avez fait une session à temps partiel, prenez soin de calculer seulement 2 mois d'études. Ça pourrait vous rendre admissible, là, en fait. Mais c'est 12 mois à temps complet. Au niveau si vous avez des questions particulières sur la période d'admissibilité, là, vous n'êtes pas sûr si finalement vous êtes admissible ou pas, je vous invite à venir me voir en fin de session, en fin de séance, en fait. Pas à la fin de session, ça va être trop tard. En fin de séance, venez me rencontrer, puis je vais peut-être pouvoir regarder votre dossier ou sinon vous nous écrivez au Bureau des bourses, on va le calculer avec vous si vous êtes admissible ou non à la bourse de maîtrise. Au niveau du CRSH doctorat, voilà 2 programmes de bourse, les bourses ES et les bourses BESC. ES, c'est pour études supérieures. BESC, c'est Bourse d'études supérieures du Canada. Les BESC, vous le constatez, sont plus payantes. La bourse ES, pour une valeur de 20 000 $ par année, pour 1, 2, 3 ou 4 ans. Et la bourse BESC, 35 000 $ par année pour un maximum de 3 ans.
vous appliquez à une seule de ces bourses-là. Vous ne choisissez pas, vous appliquez au concours et eux, en fin de sélection, vont décider à qui ils attribuent des bourses ES et BESC. Quand je dis eux, je parle bien des organismes subventionnaires. Donc, c'est un seul concours. Vous n'avez pas à sélectionner si vous voulez la ES ou la BESC. Vous appliquez, c'est un seul formulaire pour la bourse de doctorat. Et eux, selon la qualité du dossier qu'ils ont, ils vont décider d'attribuer une bourse ES ou BESC. L'admissibilité, même chose que pour la maîtrise, en fait, c'est une bourse pour un premier programme de doctorat. Oui? Premier complété ou amorcé? Bien, si vous n'êtes pas diplômé, là, vous pouvez faire une demande. OK. Parce que j'ai déjà... Vous avez déjà commencé? J'ai déjà commencé un doctorat. Mais il n'est pas terminé? Non, pas du tout. Mais là, les mois d'études que vous avez complétés dans l'autre doctorat d'avant vont être calculés dans votre période d'admissibilité. Parce qu'en fait, à ce moment-là, on ne doit pas avoir effectué plus qu'un nombre X de mois d'études. Là, je ne vous les ai pas toutes répertoriées parce que c'est un tableau très complexe qu'il y a sur le site du CRSH. Chose à retenir, si vous avez déjà fait des études de doctorat, allez vérifier au CRSH votre admissibilité pour respecter la période d'admissibilité. Dans votre cas, à vous, on pourra s'en reparler à la fin, j'ai le tableau avec moi. Mais en fait, dépasser, la règle générale, c'est dépasser 41 mois d'études au niveau doctoral, on n'est plus admissible à présenter une demande. On pourra le vérifier. Parfait. Ça va aller. Si c'est ça... Parfait. On va vérifier. Mais... Petite précision, les bourses BESC ne peuvent pas être utilisées à l'extérieur du Canada. C'est des bourses seulement que vous pouvez utiliser dans une université canadienne. Les bourses ES pourraient être utilisées dans une université étrangère. Donc, si vous voulez faire de la mobilité, ça se peut qu'ils vous offrent la bourse ES. Vous indiquez sur votre formulaire, là, il y a toujours une section à quelle université on veut utiliser notre bourse. Je poursuis avec les dates limites. Les dates limites à l'interne à l'Université Laval, parce que comme je vous ai mentionné plus tôt, il y a un processus de présélection, donc il y a un format d'entonnoir. La bourse de maîtrise, la date limite est le 4 novembre 2011. La bourse de doctorat est le 7 octobre 2011. Donc, et vous faites votre demande, et vous déposez votre demande à votre département. Donc, vous vous inscrivez, tu peux passer peut-être, vous vous inscrivez comme nouvel usager sur le site du CRSH. Et là, vous allez avoir accès à votre portfolio, en fait, et vous allez pouvoir compléter le formulaire en ligne. Par contre, il ne se transmet pas en ligne. Vous devez l'imprimer, le signer, joindre toutes les pièces requises en format papier que vous avez besoin, et vous constituez votre dossier papier que vous déposez à votre département à la date limite. Et c'est le département qui va vous fournir l'appréciation départementale qui est exigée. Généralement, c'est les directions de département qui s'occupent de vous fournir l'appréciation départementale. Petite particularité cette année, par les années passées, on demandait un dossier original et 5 copies. Cette année, on vous demande un seul dossier original. Donc, vous déposez votre formulaire que vous prenez soin de signer vraiment. Signez-le, à encre bleue de préférence, mais bon. Et vous constituez votre dossier avec toutes les pièces qui étaient requises. Vous déposez ça à votre département et eux vont vous fournir l'appréciation départementale. Pour les relevés de notes, ça prend des relevés de notes originaux. La bourse d'études supérieures du Canada Vanier, c'est une bourse en fait qui est offerte à des étudiants qui vont se démarquer par l'excellence de leur dossier académique, mais aussi qui vont mettre de l'avant un leadership remarquable. C'est-à-dire, vous avez un bon dossier académique, vous avez des très bonnes moyennes, mais en plus de ça, vous êtes impliqué dans un projet en particulier, ou vous avez monté un projet particulier, ou vous avez fait un petit plus par rapport que votre cheminement académique. Donc, c'est le genre de candidature qu'on recherche. La bourse, c'est une bourse qui est offerte seulement au doctorat pour une valeur de 50 000 $ pendant 24 ou 36 mois. Donc, faites le calcul, ça peut être très intéressant. L'admissibilité, c'est l'une des rares bourses des organismes subventionnaires fédérales qui est aussi offerte aux étudiants étrangers, donc vous êtes admissible. C'est offert donc aux citoyens canadiens et étudiants étrangers. Il faut, même chose aussi, entamer un premier doctorat. Et là, la période d'admissibilité, c'est ne pas avoir effectué plus de 20 mois d'études
au 1er mai 2012. 20 mois d'études dans le programme de doctorat pour lequel on demande du financement. Encore une fois, la période d'admissibilité, ce n'est pas quelque chose à se soucier quand on n'a pas commencé le programme d'études pour lequel on demande du financement. Parce que généralement, on fait nos demandes de bourse pour un organisme subventionnaire 1 an à l'avance. Donc, pour la plupart d'entre vous, là, la période d'admissibilité, ce n'est pas un souci. Voilà. Au niveau de la date limite interne pour la bourse Vanier, à l'Université Laval, c'est le 22 septembre. Donc, on complète et on soumet sa demande sur le site RechercheNet on remet une copie papier de nos relevés de notes, de l'ensemble, en fait, de nos relevés de notes pour les études universitaires au Bureau des bourses et de l'aide financière. Important pour les étudiants qui appliquent à la bourse Vanier et qui voudraient aussi postuler pour la bourse régulière du CRSH, c'est 2 concours distincts. Il faut appliquer aux deux entités, en fait. Voilà pour la bourse d'études supérieures du Canada Vanier. J'enchaîne avec les fonds provinciaux, parce que comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est important de choisir le bon organisme auprès duquel on veut faire une demande, mais c'est aussi important de faire une demande aux 2 paliers de gouvernement. Donc, on tente sa chance au fonds fédéral, donc au CRSH, au CRSNG ou aux IRSC, mais aussi on tente sa chance au FQRSC, FQRNT ou FRSQ. Je vais parler du FQRSC parce que c'est principalement ce qui vous concerne ici. Les bourses de maîtrise, communément appelées la B1, une valeur de 15 000 pour une durée maximale de 6 sessions. La bourse de doctorat, il y a une moyenne cumulative, encore une fois, de 3,67 pour pouvoir appliquer à la bourse de maîtrise. Et la période d'admissibilité ici est d'être inscrit depuis 3 sessions à temps complet au 30 avril 2012. Encore une fois, si vous n'avez pas commencé votre programme, on oublie ce critère. Au niveau du doctorat, la B2, c'est une valeur de 20 000 pour une durée maximale de 9 sessions. Et puis, au 30 avril 2012, la période d'admissibilité est d'être inscrit depuis 15 sessions à temps complet ou l'équivalent pour une période maximale. Donc, il y a un jeu plus important là. Voilà pour le FQRSC. Je vous avoue qu'on a mentionné les principales au FQRSC, là, la maîtrise et la doctorat. Mais je vous invite à aller visiter le site du FQRSC parce qu'il offre d'autres programmes de bourse dans des domaines plus ciblés, par exemple. Donc, ça pourrait être intéressant pour vous d'aller vous assurer s'il n'y a pas un petit programme de bourse qui pourrait vous concerner particulièrement. Les dates limites. La bourse de maîtrise, la date limite est le 12 octobre 2011 à 16 h. Et là, je précise, ce n'est pas 16h01, c'est 16 h. À 16h01, le système est bloqué. La bourse de doctorat, 13 h. Et, 13 h. Le 13 octobre aussi à 16 h. Donc, au FQRSC, cette année, ils font une journée, un programme de bourse. Donc, maîtrise le 12 octobre, doctorat le 13 et post-doctorat, c'est le 14. Est-ce qu'il y a des étudiants ici qui voudraient faire des demandes de bourse pour un post-doctorat? Parfait. Oui? Parfait. Au niveau du CRSH, il y a des bourses de post-doctorat, évidemment, d'une valeur de 38 000, si je me souviens bien. Au niveau, il y a aussi les programmes de bourse Benting. Par contre, là, la date limite pour la présélection interne à l'Université Laval est aujourd'hui. Mais les étudiants ont été informés là, via les départements pour ces concours-là. Donc, ceux qui souhaitaient avoir une bourse postdoctorale l'ont été informés. Mais pour le CRSH, des très belles bourses postdoctorales, 38 000. Les FQRSC aussi offrent des bourses postdoctorales. Ça pourrait être intéressant pour vous d'aller jeter un coup d'œil sur leur site. Le FQRSC, les dates limites, je les ai dit. Voilà. Donc, j'enchaînerai avec la partie plus subjective, des conseils pour comment présenter une bonne demande de bourse. Je pense que c'est la partie de notre séance qui est la plus intéressante pour vous. Ce qu'on va vous offrir par conseil, en fait, nous viennent pas seulement de moi, mais viennent des organismes subventionnaires, des comités de sélection, des professeurs qui évaluent vos demandes et aussi d'anciens boursiers qui nous font part de leur cheminement. Donc, j'ai vraiment la chance aujourd'hui d'avoir avec nous Mme Isabelle Fortin-Dufour, qui a la bourse Vanier depuis 2 ans. C'est entamé 3e année. Ouais. Voilà.
Donc, Isabelle va vous faire part de son expérience à titre de boursière et je vais enchaîner par la suite pour couvrir peut-être les éléments qui n'auront pas été couverts par Mme Fortin-Dufault. Si vous avez des questions pour soit Isabelle ou même Camille, n'hésitez pas à les poser. Je pense qu'ils ont un vécu intéressant à vous faire part et puis ça vous prouve que c'est admissible en fait, c'est accessible en fait comme type de bourse. Donc voilà Isabelle. Je voudrais juste rajouter par rapport au site du FQRSC, là, la journée même, là, la fameuse journée même, là, il bug presque toujours le site. Fait qu'attendez pas la journée même, 15h52, là, parce que vous allez avoir le cœur qui débosse si ça jamme. Hein? Faites-les au moins une journée à l'avance. C'est assez pertinent. Bon, alors, mon but aujourd'hui, mon seul et unique but, la seule et unique chose que je voudrais que vous reteniez de ma présence, c'est que la Bourse Vanier, c'est quelque chose d'accessible. Souvent, les gens me disent « Ah, tu dois avoir un dossier tellement béton, tu dois avoir publié dans tous les journaux. En fait, tu dois tout savoir. » Mais non, je suis un étudiant, une étudiante, comme un autre. Et s'il y avait une seule chose que je voudrais vous dire, c'est peut-être la différence entre moi et quelqu'un d'autre qui n'est pas boursier Vanier, c'est que j'ai la tête dure. Et c'est ça que je vais vous encourager à avoir. Ayez la tête dure. J'ai fait l'exercice depuis que j'ai rencontré Marie-Ève de dire combien de demandes de bourse j'ai fait, moi, depuis que je suis aux études supérieures. Et j'ai eu la chance d'en faire 19. J'ai demandé 19 fois à des gens de me donner des sous pour poursuivre mes études à temps plein. Là-dessus, il y en a 7 qui ont été refusés. 7 fois, on m'a dit « Nope, on t'en donne pas ». Et 12 fois, on a dit oui. Donc, je me dis, c'est quand même pas si mal. Quand même pas si mal. 2 fois sur 3, on m'a dit oui. Donc, déjà, ça vaut la peine de savoir que c'est possible. Mais il arrive des drôles de choses. En 2006, par exemple, j'ai fait mes demandes pour la maîtrise. Le FQRSC m'a refusé. Non, votre dossier n'est pas suffisamment bon pour nous. Le CRHH m'ont dit, oui, madame, c'est génial, on vous donne des sous. L'année d'après, parce que moi, j'ai fait ma maîtrise en 1 an, j'ai rappliqué sur les programmes de bourse doctorale. Le CRSH qui m'avait financé l'année d'avant dit, non, on ne vous finance pas. Probablement qu'ils ne me croyaient pas. Ils disaient, non, c'est pas vrai qu'elle va faire ça en 1 an, je ne sais pas. FQRSC, eux, ils disent, oui, madame, on vous finance. Ils ne m'avaient pas financé à la maîtrise, eux autres. Donc, il n'y a pas nécessairement une logique uniforme entre les attributions provinciales et fédérales. En tout cas, c'est la conclusion que j'en ai eue. Mais mieux que ça, vous vous souvenez que la première année que j'ai fait une demande doctorale au CRSH, ils ont dit non. En fait, je suis arrivée 32e sur 34e. On reçoit la petite cote, là, on fait. J'étais même pas proche. L'année d'après, ils m'ont donné Vanier. Bien, ils m'ont donné. J'ai demandé Vanier. Puis, finalement, ils ont accepté Vanier. C'est le même organisme, le même. Alors, j'aurais pu, l'année d'avant, me dire hey, « Je suis arrivée 32e sur 34e, là, garde Vanier, c'est vraiment pas accessible. » Et je suis la preuve que ça l'était. Ceci dit, quelles sont mes suggestions à partir de mon expérience? Bien, la première, ce serait de ne jamais prendre un refus personnel. C'est pas vous, comme humain, qui avez un problème. C'est pas grave, un non. Ça ne devrait pas se traduire par une dépression sévère et majeure. C'est juste un non. On ne sait jamais c'est qui les autres personnes qui sont dans le concours. Cette année-là, les gens étaient peut-être exceptionnellement meilleurs que vous. L'année prochaine, ils ne seront peut-être pas dans le même concours. On ne connaît pas non plus les membres qui décident à qui ils attribuent des bourses. Ce sont des humains. Il y a des projets qui leur plaisent plus que d'autres. Il y a des problématiques sociales qui les touchent plus que d'autres. Et il y a des projets qui sont plus clairs que d'autres. Des fois, ils ne comprennent juste pas c'était quoi votre projet. Mais ça, c'est votre problème, c'est pas leur. On va y revenir, mais tout ça pour dire qu'on ne sait pas jamais à l'avance si on va l'avoir ou pas, puis non, c'est pas grave, on continue. Mon deuxième conseil, c'est tant que vous êtes admissible, continuez d'appliquer.
Puis j'ai marqué, ça va finir par payer. Bon, c'est pas automatique, mais j'ai une collègue qui a appliqué 3 fois au CRSH avant qu'ils disent oui. Puis on s'entend-tu, si on fait un doctorat, qu'on ait le jackpot au début, donc qu'on soit financé les 3 premières années, qu'on ait la 2e année, qu'on soit financé l'année 2, 3, 4, ou qu'on l'ait de 3, 4, 5, ça revient au même. Je connais personne qui fait un doctorat en 3 ans. Donc, d'une manière ou d'une autre, que vous l'ayez au début, au milieu ou à la fin, l'important, c'est qu'à un moment donné, vous ayez ces sous-là dans vos poches. Donc, tant que vous êtes admissible, on réessaye. On réessaye. Mon 3e conseil, c'est chaque petite bourse compte. Par petite bourse, parce qu'il n'existe pas de petite bourse, mais il y a des petits montants de bourse. Chaque petit concours vaut la peine d'être essayé. C'est comme à la pêche. Si on veut attraper un gros poisson, ça nous en prend un petit. C'est la même logique. Ce qui a changé entre l'année où le CRSH m'a dit « non, on ne finance pas » et l'année d'après, c'est que j'avais été chercher 3 petites bourses. 3 petites bourses. Et voilà, je ne dirais pas que c'est la seule chose qui fait la différence, mais c'est certain que ça paraît dans votre dossier. Donc, tous les concours, que ce soit de votre faculté, que ce soit de votre école ou de votre département, tous les concours, vous les essayez. En bout de piste, c'est rentable. J'ai passé 3 semaines à temps plein sur ma demande de bourse Vanier. Si vous calculez, on me donne 50 000 par année x 3. Ça m'aurait apporté 150 000 ces 3 semaines-là. Si vous connaissez une job légale qui est plus payante que ça, venez me voir après. Quand les gens me disent « Ah, c'est dur, c'est tough, c'est long à faire, ça m'énerve », pensez à ce que ça risque de rapporter. Puis si cette demande-là n'est pas celle qui paye, ça sera peut-être l'année d'après qu'elle va payer, ou l'année d'après, ou la surannée d'après. C'est jamais du temps perdu. Donc ça vaut la peine de la mettre l'énergie. Mon dernier conseil dans cet acétate-là, si j'en ai d'autres, c'est d'envoyer votre formulaire de candidature au plus grand nombre de personnes possible. Les comités sont souvent multidisciplinaires. Puis, sans s'en rendre compte, on a toujours du jargon disciplinaire, puis on l'utilise souvent dans nos demandes. Et le fait de l'envoyer à des gens qui sont dans d'autres départements ou dans d'autres facultés ou n'importe qui, ça permet justement de mettre en évidence ces choses-là. Par exemple, nous, en service social, on parle beaucoup des forces de la personne. Mais j'avais mis ce terme-là dans ma demande, puis il y a un professeur de sociaux qui l'a reçu, puis qui m'a dit « Mais vous parlez de quoi? Les forces de son réseau social, ses forces... Qu'est-ce que ça veut dire, force? » C'est banal, mais ça m'a pris un regard extérieur pour me rendre compte que ce mot-là n'était pas clair pour tout le monde. Donc, c'est vraiment une bonne idée de l'envoyer à des gens qui ne sont pas uniquement là, dans votre école ou dans votre discipline, et ça permet d'avoir un regard vraiment différent. D'autres encore. Mettrez beaucoup d'accent sur votre métaux. Alors, depuis que j'ai réussi à avoir la bourse Vanier, il y a beaucoup de mes collègues qui m'envoient leur demande de bourse, dire « Isa, tu jetterais-tu un petit coup d'œil là-dessus? » Nanana. Puis, je me rends compte que la partie métaux, c'est souvent là où les demandes sont les plus faibles. Mais ça devrait être là où vous êtes le plus fort. Parce que la seule chose que les comités multi ont en commun, c'est une connaissance plus ou moins semblable de la métaux. C'est là où ils savent si vous êtes vraiment fort ou pas. Si votre métaux est faible, bien, c'est comme dire, je vais faire une super bonne recette, mais vous ne dites pas comment. Mettez la photo à la fin, mais il faut qu'ils vous croient que vous allez être capable de vous rendre là. La métaux, c'est vraiment important. Moi, j'ai lu 5 livres de métaux sur la plage à Cancun. Ça avait l'air fou, mais c'était plus rentable que de lire le dernier roman. Donc, la métaux, on n'en a jamais assez. Mettez-en dans vos demandes. Choisissez des répondants qui vous connaissent bien. Il faut qu'ils vous connaissent. Puis ça, c'est tout le temps le même problème. Si vous êtes au bac, vous dites, ben oui, mais les profs, je ne les connais pas. Si vous entamez votre maîtrise, vous vous dites probablement la même chose. Il faut se faire connaître. Il y a des groupes de recherche, allez-y. Ils organisent tout le temps toutes sortes d'activités, des dîners-conférences, des soupers-conférences, des rencontres informelles.
soyez-y. Rencontrez-les, les profs, allez leur parler, faites-vous voir, faites-vous connaître. Il faut qu'on sache qui vous êtes pour pouvoir bien vous recommander. Puis, il n'y a pas de limite non plus à être trop visible. Hein? Je veux dire, portez-vous volontaire, soyez dans votre association étudiante, soyez partout. Ce qui fait que quand ils vont vous voir dans leur bureau, ils vont faire « Ah oui, je le sais, c'est qui cette personne-là? » Et ça, c'est vraiment le choix du répondant, c'est très, très, très important. N'hésitez pas à aller rencontrer vos répondants. Il faut aller les voir. Il faut dire, regarde, je fais une demande, là, c'est vraiment super important pour moi. Est-ce que tu as envie de me recommander? C'est une question qui semble banale, mais il peut arriver que des répondants disent, bien, écoute, sincèrement, en toute honnêteté, j'ai aussi une de mes bonnes étudiantes qui applique sur le même concours. Je ne voudrais pas me sentir mal à l'aise de vous recommander toutes les deux. Il peut arriver plein de situations. Demandez-le. Et soyez pas gênés de les magasiner, vos répondants. Il n'y a pas de limite à ça. Moi, je suis un peu effrontée. Je suis allée voir le doyen. Je dis, écoutez, ça fait plein de bourses que vous me donnez. Fait que là, vous devez commencer à me connaître. Pourriez-vous me faire une lettre de recommandation? Bien, il a dit oui. Puis si vous vous demandez si ça a payé, la réponse, c'est oui aussi. Bon, courez pas tous chez le doyen, là. Mais l'idée, c'est aussi de choisir des répondants qui ont un certain poids. Vos parents vous aiment, mais ce n'est pas les bons choix de répondants. Si vous avez quelqu'un dans votre champ qui est très connu, qui est très fort et que vous avez la chance de connaître, c'est à cette personne-là qu'il faut demander. Si vous avez eu la chance d'être enseigné par un professeur émérite, c'est à cette personne-là qu'il faut le demander. Le poids des répondants est aussi pris en considération dans ces concours-là. Maintenant, soyez attentifs à toutes les exigences, à tous les détails, à tous les mots. Si ça s'appelle le concours international, à quelque part dans votre demande, il faut qu'il y ait le mot « international » qui apparaît. Si c'est un concours canadien, Canada doit être quelque part, et c'est la même chose si c'est un concours québécois. Vous devez ajuster votre demande aux exigences qui sont présentées. Vous devez faire l'exercice d'adapter à chaque fois votre demande aux gens qui vous offrent des sous. Donc, c'est bien important de lire chaque mot. Il faut faire attention à tous les petits détails, les marges, les nombres de points, la typo et surtout l'orthographe. Ça a l'air nono, là, mais vous avez une page et demie à écrire. S'il y a 800 fautes dedans, d'après moi, ça ne sera pas financé. Faites vraiment un effort là-dessus. Si j'avais à dire un seul mot, c'est audace. Vraiment, ayez de l'audace. C'est sûr que la première fois qu'on fait une demande de bourse, supposons que c'est votre première, là, vous n'en avez jamais faite, là, c'est certain qu'à un moment donné ou un autre, là, vous allez être attrapé du syndrome de l'imposteur. Là, vous allez vous dire, ma note n'est pas assez haute, ça se peut pas. Ah, vous allez vous dire, j'ai pas assez de publications, ça se peut pas. Mon projet, il n'est pas assez avancé, ça se peut pas. Je me suis pas assez impliquée dans toutes les organisations, ça se peut pas. Toutes les raisons sont bonnes pour ne pas faire de demande. Mais la seule façon d'être sûr de ne pas avoir de bourse, c'est de ne pas en faire non plus. C'est normal de se sentir mal à l'aise au départ avec l'idée de se vanter. C'est un peu ça, hein? Je suis bon, je vais être capable, nanana. Mais à la longue, on s'habitue. Allez voir, on s'y fait. Sérieusement, là, il n'y a jamais de raison de ne pas s'essayer. Moi, je suis sur un comité d'attribution et à chaque année à la maîtrise, on donne 2 bourses et ça fait 3 ans qu'on remet les sous dans le pot parce qu'on n'en a pas de demande. Il y a des sous qui dorment dans notre tiroir parce qu'on veut des demandes. Envoyez-les vos demandes, c'est jamais perdu. Qu'est-ce que ça veut dire un refus? Ça veut dire il reste du travail à faire. Ça veut dire soit que votre demande n'était pas suffisamment claire, soit que vous n'avez pas mis assez d'accent sur le choix de vos répondants. Donc, peut-être qu'il y en a 1 ou 2 là-dedans qui n'ont pas été en mesure de vous vendre suffisamment pour que ça passe. Soit il y a un aspect de votre CV qui est plus faible. Si vous n'avez pas de publication, votre objectif l'année suivante, ça doit être de publier. Si vous n'avez pas d'expérience de travail, l'année suivante, ça doit être d'aller chercher des expériences de travail.
Si vous n'avez jamais eu de bourse, c'est le temps d'aller pêcher les petits poissons. Donc, non, ça veut dire, vous me reverrez l'année prochaine. Puis oui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je suis un tremplin vers ta prochaine bourse. Il ne faut pas arrêter à une bourse, hey, à cette heure que j'ai le jackpot, là, on arrête. Continuez à faire des demandes. Continuez, ça paraît. Ça s'ajoute à votre dossier, puis ça montre que vous continuez à mettre de l'énergie, à parfaire votre CV, puis en bout de piste, c'est ça qui va faire la différence entre obtenir un emploi ou pas en obtenir un plus tard. J'ai fini. Bien, je vais t'inviter à rester avec moi, Isabelle. Oui. Je vais poursuivre avec d'autres conseils, en fait, pour peut-être compléter ce que Isabelle vous a dit. Ça se peut qu'on se répète un peu, mais je vais essayer d'apporter d'autres éléments, en fait. Isabelle vous l'a mentionné, posez votre candidature sur autant de concours auxquels vous êtes admissible. On l'a dit tantôt, appliquez au fonds fédéral, au fonds provincial, mais aux autres programmes de bourse de l'université et de vos facultés aussi. On l'a dit, on ne transmet pas le même dossier de candidature à plus d'un organisme. Isabelle disait tantôt si c'est une bourse de Canada, de parler du Canada, si c'est au niveau provincial, de parler du Québec. Mais encore plus, allez voir sur les sites des organismes subventionnaires, ils vont vous donner leur orientation de recherche. Ils vont vous dire, en ce moment-là, on a le goût d'investir de l'argent dans tel domaine. Il y a toujours moyen de montrer que votre projet de recherche est relié à quelque part là-dedans. Autre chose aussi, comme c'est des demandes qui vous demandent beaucoup de temps, on prend soin, avant d'investir, de répondre aux critères d'admissibilité. Parce qu'un critère d'admissibilité, ça ne peut pas se tasser, là, malheureusement. On planifie de faire notre demande à l'avance. Isabelle, elle a parlé d'un 3 semaines à temps plein pour la Vanier. Je ne vous donnerai pas d'indication de temps pour ma part. On prévoit à l'avance, ça veut dire aussi on prend notre temps. Dans le fond, un dossier de candidature va être lu par plusieurs évaluateurs, mais vous ne serez pas le seul qui vont lire. Hein? Ça peut arriver que votre dossier soit lu, il est rendu tard en soirée, puis qu'il y en a eu plusieurs avant vous. Donc, on prend le temps de faire une demande qui va laisser une impression. Il faut être capable de voir c'est qui me fait une demande, c'est de quoi il me parle, puis de vous situer parmi les gens avec qui vous compétitionnez. Donc ça demande un minimum d'investissement en temps. Et on joint toutes les pièces requises, évidemment, parce qu'une seule pièce manquante dans votre dossier ou une pièce mal complétée peut faire en sorte que vous allez être retiré de la compétition. Ils reçoivent des tonnes de candidatures, donc si on ne leur en prend pas beaucoup pour dire « Oups, malheureusement, on ne peut pas lire parce que la pièce n'est pas là ». J'ajouterais peut-être là-dessus que, comme Marie-Ève disait tout à l'heure, quand vous communiquez avec les organismes boursiers pour dire est-ce que je suis admissible, puis ils vous répondent oui, c'est une bonne idée de garder la copie. Mais les conditions d'admissibilité aussi, dans certaines situations, vous pouvez demander des exceptions. Par exemple, si, ils tiennent compte de la maternité, tout ça, mais mettons, votre moyenne n'est pas super forte, mais vous avez 800 publications, puis que c'est ça qui a fait que, vous avez moins de temps pour vos cours, ça peut paraître. Et puis, donc, il faut aussi essayer de voir à l'avance, par rapport à cette question d'admissibilité-là, est-ce que vous tiendriez compte de tel facteur? Donc, ça vaut la peine de communiquer avec de poser la question, oui. C'est ça. C'est un bon point. L'excellence du dossier universitaire, ça, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut démontrer. Comment on le fait? En fait, on énumère toutes nos réalisations pédagogiques. Et là, je vais vous avez reçu un prix, toutes les bourses, Isabelle l'a dit, toutes les petites bourses comptent. Vous expliquez aussi, prenez soin de mentionner les mentions spéciales que vous avez eues. Votre nom est sur le tableau d'honneur du doyen, on le mentionne. Vous avez eu une distinction d'honneur, on le mentionne. En fait, on mentionne toutes les bourses, comme Isabelle l'a dit, et même ceux que vous avez dû refuser pour des règles de cumul ou pour une raison X, Y, Z. Même si vous l'avez refusé et vous en faites une offre de bourse, c'est à mentionner dans un dossier. On explique notre cheminement scolaire et on fait des liens avec nos ambitions de carrière. Les organismes subventionnaires aiment voir que vous avez une vision de vous en tant que chercheur. Vous avez fait un bac en sociologie, vous voulez faire une maîtrise en sociologie et un doctorat en sociologie, c'est des choses qu'on peut expliquer. Vous avez touché à deux domaines en particulier, on fait des liens dans nos études. Vous avez fait un certificat dans une université étrangère, on fait un lien. Pourquoi c'est un plus dans votre cheminement académique? Ils ont besoin de sentir que vous avez une visée, que vous avez une ambition, puis que vous avez une vision de votre avenir en tant que chercheur. Parce que les organismes subventionnaires, c'est important de le préciser,
Il ne finance pas vos études, il finance vos recherches. C'est une précision par rapport à un autre programme de bourse, là où c'est des bourses d'études qui sont offertes. Donc là, il faut se positionner en tant que chercheur en devenir. On démontre aussi notre capacité à exceller dans un domaine d'études supérieures. Ça peut être aussi simple que depuis le bac, votre moyenne cumulative s'est maintenue ou a même progressé. Ça, c'est un plus pour dire à la maîtrise, vous allez être performant et au doctorat aussi. Donc, on tente de démontrer que vous avez les aptitudes qu'il vous faut pour être efficace à la maîtrise et au doctorat. Au niveau des aptitudes à la recherche, quand ils vous demandent de donner des exemples, on tente de démontrer, en fait, dans notre projet de recherche et dans nos différentes réalisations, nos aptitudes personnelles en recherche avancée. Les aptitudes personnelles en recherche avancée, là, ça va de l'esprit logique à l'esprit critique. Le sens intuitif, c'est une qualité qu'on cherche chez un chercheur aussi. La capacité d'initiative, c'est super important. L'autonomie aussi. Donc, dans vos différentes réalisations que vous allez mettre dans votre projet de recherche, tentez de démontrer en quoi vous possédez ces qualités-là. Et on mentionne évidemment, on prend soin de mentionner toutes nos expériences de recherche. Et là, on y va, que ce soit un emploi en recherche, une formation, une publication, toute affiche mérite d'être mentionnée. Une présentation orale aussi, un stage. Vous avez participé à une conférence qui traitait d'un domaine particulier en recherche, on le mentionne. Parce que les étudiants qui sont en fin de bac, qui font une demande de maîtrise, des fois, ils disent « Ouf, je ne sais pas trop ce qui mérite d'être mentionné ou pas ». En fait, tout ce qui pourrait être relié à la recherche de près ou de loin mérite d'être mentionné dans une demande de bourse de recherche. On tente de présenter les retombées concrètes des réalisations qu'on a mentionnées plus haut. Donc, vous avez eu une affiche et par après, cette affiche-là a été transférée, on vous a demandé de participer à une publication. On l'explique, comment vos petites réalisations s'en sont devenues des plus grosses et comment ce que vous avez fait par le passé vous amène encore toujours plus loin en tant que chercheur. On explique les obstacles auxquels on a dû faire face dans d'autres recherches avant et comment on y a fait face. En fait, ça va démontrer votre autonomie qu'on a parlé tantôt et votre sens d'initiative. Vous faites une demande de bourse de doctorat et dans votre thèse de maîtrise, ou dans votre mémoire en fait, vous avez rencontré un problème particulier avec un de vos sujets de recherche. On demande comment vous en êtes parvenu à contourner la difficulté ou comment vous en êtes sorti. Ça va démontrer que même si vous rencontrez des difficultés, votre objectif d'être un chercheur ne tombe pas. Donc, que vous relevez puis que vous travaillez pour passer à l'étape suivante. Au niveau des expériences de travail, l'implication socio-communautaire puis les qualités personnelles, dont Isabelle a fait part plus tôt, on tente d'énumérer et d'expliquer les différentes expériences de travail et les implications communautaires, mais on va plus loin que seulement les nommer. On explique le rôle qu'on a eu, la fonction qu'on avait au sein de l'équipe. Vous avez été impliqué au sein de votre association étudiante, merci. Dites ce que vous avez réalisé, dites le mandat que vous avez eu, dites quelle activité auquel vous avez contribué. Donc, on ne fait pas juste nommer, on décrit le rôle et la tâche qu'on avait au sein de cette expérience de travail-là ou de l'implication socio-communautaire. Ça va démontrer vos qualités de coopération, vos qualités de leadership, votre motivation et votre sens de la communication. Là, je vais mettre un petit peu d'emphase sur le sens de la communication. Les organismes subventionnaires souhaitent que la recherche soit vécue aussi, soit aussi transmise à l'ensemble de la population. Donc, on comprend que les organismes subventionnaires vous offrent des bourses qui sont payées à même les fonds publics, à même, en fait, les fonds publics, voilà. Donc, il est important pour eux, c'est une sensibilité qu'ils ont, que ce que vous allez faire comme votre travail soit communiqué à l'ensemble de la société. Donc, de démontrer des talents de communicateurs, c'est tellement un plus dans un dossier de candidature, là. C'est que vous n'êtes pas juste un chercheur dans un laboratoire. Vous êtes un chercheur dans un laboratoire qui fait vivre le fruit de sa recherche, qui va partager les résultats des études qu'il a faites et des recherches qu'il a faites aussi. Donc, tentez de démontrer comment vous allez communiquer le fruit de vos recherches. Ça, c'est important pour les organismes subventionnaires.
Puis c'est important aussi de saisir comme étudiant toutes les occasions de communiquer. Tu sais, souvent, moi, avec le centre de recherche GEFAR, à chaque année, on organise la journée de colloque étudiants. Et on a souvent de la difficulté à trouver des étudiants qui sont prêts à venir présenter parce que ils ont le trac ou ils ne sont pas sûrs ou quoi que ce soit. Mais ces occasions-là, saisissez-les. Ils sont offertes à des étudiants, puis c'est voulu pour que vous preniez de l'expérience, puis que vous voyez à quoi ça ressemble. Puis dans votre CV, ça fait une énorme différence. Même si vous dites, c'est un petit colloque, il n'y a pas tant de monde que ça, c'est pas grave. Ce qu'on veut savoir, c'est que vous avez le courage, justement, d'aller vous adresser à des gens, à des pairs, que vous êtes assez confiants pour présenter vos études. Puis c'est vraiment un plus dans vos CV. Fait que ces occasions-là, saisissez-les, aussi nombreuses qu'elles soient. Oui, puis c'est ça. Puis ça va être tellement facile après de les mettre dans vos demandes de bourse, de démontrer que vous avez une expérience de plus en recherche. Là. Absolument. Parce que c'est sûr qu'au niveau de la fin du bac, tout compte. Là. Donc, des petites choses comme ça aussi, c'est important de prendre part à ces types d'activités-là qui vous sont proposées. On me demande souvent, mes étudiants, on demande et autres activités et autres intérêts. Là, est-ce que je le mentionne, que je suis un passionné de plongée sous-marine? Là? Bien, ça peut démontrer, ça laisse une impression au comité de sélection de voir qui vous êtes en dehors du chercheur aussi. Donc, ça vous permet de vous identifier dans une demande de bourse. Donc, ça peut être intéressant de les mentionner. Au niveau de la présentation du projet de recherche, c'est l'élément central de votre dossier de candidature avec les lettres de recommandation. Donc, Isabelle l'a mentionné. On commence par faire une courte recension des écrits. Ça va démontrer comment vous connaissez bien et comment vous maîtrisez bien votre projet de recherche et votre sujet. On formule la ou les hypothèses. On ne va pas plus loin généralement que 2 hypothèses, mais il faut que le comité de sélection soit capable de voir où est-ce que vous vous en allez. Donc, l'hypothèse est importante à formuler. Isabelle l'a dit plus tôt, on présente la bibliographie du projet de recherche et la méthodologie dont Isabelle a parlé plus tôt. Non, c'est plus loin, excusez la méthodologie, je vais y revenir. On mentionne le projet de recherche, oui. Pardon. Pour ceux qui seraient plus dans une visée là, qualitative, n'ayez pas peur de formuler la ou les hypothèses. Ça peut être tout simplement votre question de recherche principale avec vos sous-questions spécifiques là, que vous allez aller chercher. Là. Le terme hypothèse étant vraiment présenté au sens large ici. Puis pour ce qui est de la courte recension des écrits, quelque chose qui peut être aidant, c'est d'aller voir justement les thèses et les mémoires qui ont été publiées sur votre objet d'étude. Tu sais, si vous êtes dans un champ plus ou moins large, bien, c'est des gens qui ont passé 5 ans à faire des recensions des écrits. Donc, vous pouvez, sans faire du copier-coller, évidemment, ça, c'est du plagiat, puis c'est pas gentil, mais vous pouvez aller vous inspirer un peu, aller chercher des références là-dedans qui reviennent souvent. Si le nom d'un auteur revient souvent, c'est que c'est vraiment un auteur clé. Puis ça paraît. Si vous dites, je veux faire telle recherche, mais le chercheur de ce champ-là n'est jamais nommé dans votre demande, ça paraît moins bien. Ouais. C'est important d'avoir, c'est qui est vraiment super fort sur cette question-là, puis il faut que ça apparaisse dans votre demande. En fait, ça démontre la connaissance que vous avez du sujet. Du sujet, absolument. Voilà, donc on présente la bibliographie, je l'ai dit. On mentionne les retombées concrètes pour la société et votre désir de faire avancer les connaissances dans ce domaine. En fait, quand on parle de retombées concrètes, là, c'est pas seulement pour votre laboratoire ou pour votre centre de recherche, mais c'est pour le Québec, le Canada et peut-être le monde, là. En fait, il faut être capable de montrer comment ça mérite de recevoir du financement public. Au-delà du fait que ça va porter fruit à le directeur de recherche avec qui je travaille et mon laboratoire. Il faut démontrer l'utilité de pourquoi le Canada devrait investir dans mon projet de recherche, pourquoi le Québec doit investir monétairement de l'argent dans mon projet de recherche, pourquoi c'est important. Puis on peut se permettre de rêver dans cette partie-là. Hein? Oui. Donc, c'est sûr que chaque doctorat ne changera pas la phase de la Terre, là, mais on fait comme si. On dit, tu sais, si tout était parfait, là, mon doctorat permettrait paix dans le monde. Non, mais on le met vraiment là, dans le plus utopiste réaliste, là, en guillemets, là, cette partie-là. Puis bien distinguer aussi à quoi vous allez contribuer sur le plan des connaissances. Souvent, les gens vont faire la retombée sur la société, mais oui, mais sur le plan des connaissances, ça va nous avoir donné quoi? Est-ce qu'on va avoir une nouvelle vision de l'objet, une nouvelle théorisation? Est-ce que vous allez... Qu'est-ce que concrètement? Allez-vous développer un nouvel outil de recherche? Allez-vous tester un nouveau cadre théorique? Dites-le. Concrètement, pour les chercheurs, ça va changer quoi, votre recherche aussi? Voilà.
Et c'est là aussi qu'on peut faire un lien avec les objectifs des organismes subventionnaires. Tu sais, quand ils disent ils ont souvent des priorités de projets de recherche qu'ils veulent financer, c'est là qu'on peut dire comment c'est lié à ça. On exprime notre passion pour notre domaine et notre enthousiasme face au sujet. Ça peut sembler basique, mais un projet de recherche doit pouvoir se lire et qu'on puisse sentir pourquoi vous êtes passionné sur ce projet de recherche-là. Je l'ai dit plus tôt, les organismes subventionnaires, les comités de sélection, ils vont voir plusieurs demandes. Si votre demande ne transmet pas d'enthousiasme, pourquoi eux seraient intéressés à vous accorder des fonds publics? Donc, il faut démontrer de l'enthousiasme et ça revient un peu au point du haut, dire pourquoi le Canada doit aujourd'hui investir dans mon projet de recherche? Pourquoi le Québec doit mettre de l'argent là? Puis pourquoi c'est le meilleur projet de recherche? Voilà. Surtout. On poursuit. On mentionne la méthodologie utilisée, sa pertinence. Je ne peux pas mieux parler qu'Isabelle l'a fait plus tôt, comment la méthodologie est importante. Donc, écoutez, voilà, il faut expliquer là, comment on va aborder notre sujet, de quelle façon, ça va être quoi le sujet, comment on va les recruter même aussi. Il faut aller aussi loin que ça. Le choix des instruments de mesure, tu en as parlé. Les outils d'analyse, voilà. Même la méthodologie. Ça va-tu être un logiciel informatique qui va vous aider? C'est-tu SPSS? Tout doit être là. Voilà. Il faut expliquer la recette, comme tu disais. Voilà. On fait ressortir le caractère original de notre recherche. Ça peut prendre, c'est pas juste le sujet qui peut être original, ça peut être la méthodologie utilisée qui va être originale et différente d'un de vos collègues. Ça peut être aussi la manière que vous allez recruter vos sujets qui va être originale. Ça peut être la manière d'aborder votre sujet qui va être originale. Donc, on essaie de donner, on sait que c'est pas vrai que chacun des projets de recherche qui sont déposés font revivre la recherche, là, mais on essaie de trouver une twist, une façon de présenter qui vous distingue. On écrit les endroits où vous prévoyez exposer le résultat de vos recherches. Donc, il faut qu'il soit capable de dire, écoutez, au bout du compte, là, j'aimerais avoir une publication à ce sujet-là, et cette publication-là est prévue d'être présentée dans le cadre de telle conférence. Ça, c'est des exemples à donner qui peuvent leur donner des faits sur lesquels votre projet va être positionné. Puis on explique le choix du directeur de recherche. Et là, ça va au-delà du fait qu'il y a une complicité intéressante entre vous et lui, là. Ça va au fait que cette personne-là a des publications, elle a des réalisations à son actif, elle a une certaine renommée dans le domaine de recherche que vous visez. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire mettre en perspective. Expliquez pourquoi, pour vous, c'est la meilleure personne avec qui travailler sur ce projet de recherche-là. Ça va aussi pour le choix de votre université. C'est pas parce que mes parents habitent à Québec que j'ai choisi l'Université Laval pour faire ma recherche. J'ai choisi l'Université Laval parce qu'ils sont positionnés très fort dans tel domaine de recherche. Ça, c'est des choses à faire ressortir parce que les organismes subventionnaires cherchent à financer les heureux mariages entre un étudiant doué dans tel domaine, un directeur de recherche très fort, puis une université qui est qualifiée dans ce domaine-là. Ça, pour eux, c'est un mariage parfait. C'est un plus à faire montrer dans sa demande. Puis certains directeurs, directrices ont tendance à beaucoup mettre de l'avant leurs grandes réalisations. Moi, j'ai été récipiendaire de ci, de ça, mais il y a des directeurs, directrices qui sont un petit peu plus humbles. Et ça vaut la peine, des fois, de s'asseoir avec notre directeur, directrice, de dire « Hey, ça serait le temps de me le dire. Tu sais, moi, j'ai appris à ce moment-là que ma directrice avait reçu le prix de la gouverneure générale. Elle ne me l'avait jamais dit avant que je lui demande. » Donc, tu sais, des fois, c'est des choses importantes. C'est des questions qu'il faut poser à nos directeurs, directrices. Il y a des bourses, par exemple, que si vous faites votre demande pour un tel organisme, vous allez devoir tenir à la bourse Vanier, par exemple. Oui, c'est Vanier. La bourse Vanier, si vous êtes recommandé par votre université, ils n'accepteront pas que vous la transfériez après. Pas juste l'université, mais l'organisme n'acceptera pas. Mais il y a des bourses qui peuvent être transférées d'établissement par la suite. Les lettres de recommandation. La lettre des répondants, en fait, Isabelle en a parlé beaucoup. Puis en fait, je vous avoue que j'ai rien vraiment de plus à dire, si ce n'est que de répéter, de choisir vraiment un répondant qui vous connaît, de prendre le temps de lui fournir des informations sur vous. En début, je disais de prendre le temps de faire votre demande. Une idée qui peut être intéressante, c'est de se faire un plan de travail. De dire, voici ce que j'ai le goût de dire dans ma demande. Donc, vous allez sortir des expériences pertinentes, vous allez dire, je veux prendre telle avenue. Bon, vous faites un plan de travail pour rien oublier. Ça peut être intéressant de remettre ce plan de travail-là
à votre répondant pour qu'il y ait du contenu sur lequel s'appuyer. En fait, il faut lui fournir des faits. Ça se peut que lui ne sache pas que vous avez reçu telle bourse-là. Mentionnez-lui. Donnez-lui des éléments. Vous pouvez même lui fournir un document papier en disant « Voici qui je suis, mon programme d'études, mon cheminement, mes notes, mes réalisations, mes expériences. » Donc, il y a du contenu. À ce temps-ci de l'année, là, les professeurs et les chercheurs sont franchement sollicités pour faire des lettres de répondants. Donc, essayez de leur faciliter la vie un petit peu. Parce qu'ils sont sollicités aussi beaucoup, on s'assure qu'il connaît la date limite pour laquelle il doit déposer sa lettre, parce que votre dossier de candidature pourrait être tassé là, si la lettre de répondant arrive par après, même si ce n'est pas de votre faute, on comprend, là, mais l'ensemble de votre dossier doit être complet à une telle date. Autre critère aussi, on s'assure qu'il respecte les règles de présentation du formulaire. Là. Je poursuis rapidement avec des règles générales de présentation de la demande. Là. On l'a dit tantôt, Isabelle, on présente des textes sans faute. Je le répète, dans des compétitions de haut niveau comme ça, c'est pas... je veux dire, les fautes, c'est vraiment très mal vu, en fait. On utilise un langage adéquat, clair, concis, cohérent et bref. Il ne faut pas que l'évaluateur se demande où est-ce que vous en allez avec votre projet de recherche. Il faut que les évaluateurs, en fait, ce n'est pas tous des spécialistes dans votre domaine à vous. Il faut que ce soit clair pour vous, vos objectifs, la méthodologie, l'hypothèse. Donc, il faut utiliser un langage qui est clair et cohérent et éloquent. On remplit toutes les sections du formulaire, Isabelle l'a dit, c'est en fait, chaque section du formulaire vaut des points. Donc, si vous en sautez une, c'est des points de perdus. Et on présente de façon chronologique notre cheminement. Pour des évaluateurs qui ont vu 200 dossiers de candidature, c'est le fun, là, quand on a un ordre chronologique. Et aussi, pas de zone d'ombre. Vous avez fait des études de 2006 à 2007 et après ça, vous revenez en 2009. C'est quoi passé en 2007-2009? Il faut le mentionner pour l'évaluateur. Il ne faut pas qu'il ait à se poser de questions. Il était où? Il a fait quoi? Si ce n'est pas mentionné dans les études, il faut que dans une autre partie, on dise, écoutez, j'ai été à la maison, j'ai eu un enfant, je suis allée sur le marché du travail, j'ai travaillé au sein d'un laboratoire. Il faut être capable de voir votre cheminement. Je ne dirais pas année par année, mais presque. Il faut être capable de vous suivre dans le temps et pas se questionner à dire mon Dieu, elle était où là, pendant ces années-là? On respecte évidemment les critères de sélection. Là. Il vous demande une marge d'1 pouce, c'est une marge d'1 pouce. Ne posez pas de question, c'est une marge d'1 pouce. Il vous demande une typo de 12 points, c'est 12 points. Ça paraît absurde, mais pour eux, après 200 dossiers de candidature, c'est intéressant d'avoir un format uniforme. Et on fait appel à des pairs, des professeurs, d'anciens boursiers comme Isabelle pour recueillir les commentaires. Même nous, au bureau des bourses, on peut vous aider. Mais nous, on n'est pas spécialiste en recherche, hein, on est spécialiste en bourse. Mais vous pouvez aller voir quelqu'un qui est en recherche, mais pas nécessairement dans votre domaine à vous. Donc, ils vont être capables de dire, voilà, ta méthodologie est là, ton hypothèse est là, mais ton projet de recherche, je ne comprends pas, là, je ne comprends pas c'est quoi. Donc, ça va vous faire dire, OK, il faut que je la recommence, il faut que ce soit plus éloquent. Et aussi, dernière chose, dans le projet de recherche, on évite les acronymes, on évite le jargon scientifique. Il faut que ce soit accessible, en fait. Il ne faut pas que ce soit hermétique. Et on évite le je, nous, moi, puis on essaye de parler au nom du laboratoire et du projet de recherche. Là. Le je, mais moi, là, dans une demande de bourse, c'est pas... dans le projet de recherche, en fait, c'est pas super. Je pense que ça fait le tour au niveau des présentations, pour la présentation générale, pour les différents conseils. Ce qu'on vous a dit aujourd'hui, ce qu'on vous a présenté, ça va se retrouver sur un document sur notre site Internet au Bureau des bourses, un document PDF qu'on va rendre disponible. Donc, en cas de doute, vous pourrez consulter ce document-là.